Salut, salut, bienvenue dans ce deuxième vlog de printemps avec des petits bouts de vie de cette dernière semaine, avec du tarot, des oracles, de la spiritualité, un peu de mysticisme aussi, et des façons de vous montrer comment j'interagis, je me positionne, je partage avec le territoire où je vis et les esprits du lieu. Des moments du coup un petit peu plus mystiques et d'autres qui vont être juste un peu plus fun et légers. En fonction de ce qui vous intéresse, il faut absolument pas hésiter à naviguer dans le chapitrage de la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour l'instant? C'est le jardin de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, le jardin des simples. Ok, Notre-Dame à la Rose, c'est un endroit dont je vous ai déjà parlé en vidéo, je vous ai déjà emmené en vlog. Si ça vous intéresse, et en particulier sur la thématique de la rose, qui va être une des thématiques principales de la vidéo ici présente, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui a maintenant presque 2 ans, surtout qu'elle a des accents un peu prophétiques. C'est assez incroyable de penser qu'à l'époque on partait de Bruxelles pour visiter ce musée qu'on aime beaucoup. Et que finalement, presque 2 ans plus tard, c'est là que je vis. On ne s'attendait vraiment pas à ce retournement de situation, mais c'est aussi assez intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment eu un appel de ce côté-là. Ce que vous voyez pour l'instant, c'est le jardin des simples. L'hôpital, c'est un hôtel-dieu très ancien, qui fait partie de ces très anciens lieux de soins médiévaux. Ça date grosso modo du XIIIe siècle. C'était un lieu clos dans la ville, un lieu en autarcie, en autosuffisance, et donc d'office, les religieuses qui soignaient les malades, les mendiantes, avaient une ferme, ça on sait où sont les derniers bâtiments de la ferme, et un jardin des simples, qui constituait aussi non seulement leur moyen de se nourrir, mais aussi leur pharmacopée. On ne sait pas exactement où c'était, mais depuis, disons, 30, 35, 40 ans, des personnes se sont vraiment impliquées pour sauver ce lieu, et créer un musée avec plein de facettes différentes, que ce soit sur la vie conventuelle, que ce soit sur l'histoire de la médecine, et j'aurais envie de dire vraiment du soin en général, et donc aussi des plantes, ce qui est vraiment quelque chose de, de très touchant. C'est aussi un lieu qui est magnifique au niveau de son architecture, enfin, il y a vraiment plein d'éléments. C'est un lieu extraordinaire et très vivant aussi, encore maintenant, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'impliquent pour continuer à le faire vivre. Donc c'est un honneur de vivre tout près, d'avoir la possibilité de venir s'installer ici pour profiter de ce lieu. Là, vous voyez le Rosebud Tarot, et ici c'est le Mother of Mary, l'oracle, qui existe aussi en version française. Les noms seront en dessous. Le Rosebud, on en reparlera plus tard, parce que comme il y a une thématique de la rose dans cette vidéo, on va d'office revenir sur les tarots et oracles qui me permettent de travailler, de relationner avec la rose et avec les déités de la rose. Et alors là, cette carte de la mort, déjà, elle est impressionnante, mais comment elle fonctionne hyper bien avec cet endroit où on a une plaque tombale derrière. On a le muguet, plante très toxique, qui revient aussi sur la carte. On a cette idée de voir les racines et tout. Enfin, mind blowing. C'est extraordinaire. Je vais enregistrer ma voix off un peu à part là maintenant, sans avoir les images qui défilent, parce que je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai envie de vous apprendre, de ramener ici sur la thématique de la rose et de l'esprit du lieu, sachant que j'ai pas envie d'en dire trop et j'ai pas non plus envie d'apparaître comme ok, j'ai la seule et l'unique vérité, parce que c'est pas le cas, et que vous savez que quand il s'agit de ces aspects plutôt dévotionnels par rapport au lieu, par rapport au territoire, j'arrive rarement en vous disant il faut faire ça comme ça, comme ça. J'ai pas de feuille de route, même si il y a une certaine méthodologie et que je connais et que j'applique, mais pas d'une façon où je peux me voir, contrairement à d'autres, comme une enseignante sur ces questions. C'est ok, chacun son domaine, mais ça me demande donc un peu de réflexion, d'être dans une justesse sur ce sujet et d'être dans quelque chose qui n'est pas forcément effrayant, parce que je crois que ce serait dommage par rapport à la thématique du jour de l'aborder d'une façon qui pourrait rebuter certaines personnes. Pas que j'évite à tout prix de rebuter certaines personnes dans les choses que je partage, mais pour cette thématique en particulier, j'ai envie d'être le plus accueillante possible.
je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être déroutées par ce qu'on trouve sur ma chaîne depuis 1 an ou quelque chose comme ça, parce que ma pratique, depuis que j'ai quitté Bruxelles en particulier, mon approche a évolué avec les lieux dans lesquels je suis pour l'instant. Il y a certaines personnes qui ont tendance à chercher à tout prix c'est quoi l'essence du lieu et des esprits du lieu. L'esprit du lieu, le genius loci, ça peut être quelque chose du genre les impressions, le feeling, quelque chose d'assez englobant qui peut englober même différents types d'esprits si vous pensez de cette façon-là. Quand je dis les esprits, là je veux juste dire des choses plus précises, par exemple telle source, telle maison par exemple, tel jardin, telle déité associée à travers son visage de Notre-Dame par exemple, à tel endroit, la déité tutélaire de telle ville par exemple, si c'est Notre-Dame, etc. Et il y a des personnes qui cherchent plutôt une essence et moi je cherche plutôt ce qui a survécu, donc je suis certaine que les esprits du lieu étaient là avant les humains, les humaines, et je suis aussi certaine qu'elles vibrent en vibration avec l'attention que leur portent les humains humaines et que du coup leur prêter attention est déjà en soi un acte sacré dans la mesure où dans une perspective animiste, il n'y a pas forcément de distinction entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas, mais je pense que de notre côté, il y a une certaine conscientisation à la présence du sacré, de l'animation, du vivant en toute chose, même dans les choses inertes en quelque sorte, il y a du spirituel. Et donc, porter notre attention et ouvrir le champ de notre perception reste quelque chose d'absolument indispensable. Et en fait, pour moi, même si dans nos régions, sous certains aspects, bien sûr, le christianisme a été imposé par la force, par le haut, dans nos régions en particulier, dès l'instauration de la royauté, je ne crois pas que c'est un empire, si, du règne des Francs. Ça y est, je suis historienne de formation et je ne sais pas utiliser les termes correctement. Mais donc, il y a eu toute cette christianisation qui s'est faite dans la violence, qui n'était pas forcément choisie par la population et qui a été ponctuée de plus grandes violences par moments pour réprimer les pratiques païennes, agraires, les superstitions, les croyances, les récits, les mythologies, les cosmogonies de toutes les personnes qui vivaient sur ces terres-là. Mais en même temps, c'est aussi au sein de la religion officielle qu'ont survécu les types de dévotion, les types de pratiques, les types de soins, les types de gardiennage, les façons de surveiller le seuil, de prêtrise, de prophétie, d'art de la divination et autres qui étaient pratiqués par les populations locales. Et on peut tous être locaux d'un endroit, c'est indépendant de savoir si nos ancêtres vivaient ici ou non. C'est dans cette attention, dans ce respect, dans cette écoute et co-création avec le territoire, je pense qu'on est local, et je pense que ceci dit, il y a plein de manières de l'être et que c'est pas à moi de décider c'est quoi la bonne façon de le faire non plus. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée au cours de ces dernières années ce que j'appelle les Notre-Dame locales. Je crois que j'en parlais déjà dans une vidéo que j'ai publiée en décembre et je la mettrai en lien si jamais ça vous intéresse. Et voilà, dans les milieux plutôt païens, parfois c'est de bon ton de se dire non, mais bon, le christianisme a juste tout démoli. Moi je dirais qu'il a permis aussi aux pratiques populaires, aux coutumes, au folklore, aux croyances, de poursuivre. Et dans ma pratique, je veux bien qu'il y a des endroits où il y a des esprits qui sont très fâchés d'avoir été sanctifiés, que telle déité de la source s'appelle désormais Sainte Apolline, etc. J'en sais rien, mais je trouve que dans beaucoup d'endroits, en fait, il y a quelque chose d'assez apaisé, que la déesse mère, telle que vénérée les gens de tel endroit, s'appelle... on ne sait pas quel était son nom à l'origine, ou Notre-Dame de quelque chose, peu importe, j'ai l'impression là-dessus, j'ai rarement l'impression d'avoir des esprits du lieu qui sont hyper fâchés en fait, du fait que leur visage a changé et que les humaines les vénèrent d'une autre façon. J'ai l'impression qu'au contraire, la préservation de cette vénération est ce qui compte le plus. Ça, c'est un élément que je trouve assez important et je veux bien entendre qu'il y a d'autres choses, que c'est pas une vérité absolue ni rien, mais en tout cas, dans mon expérience au niveau local, c'est quand même quelque chose d'assez important et du coup je suis pas trop pour l'espèce d'absolutisme ou de reconstructionnisme du genre avant c'était mieux.
Oui, probablement qu'il y avait une époque pré-chrétienne et encore plus avant, pré-patriarcale, où il y avait davantage de respect pour la nature, pour les lieux. C'était dans une optique moins extractiviste, moins de culture, de mise en forme, de tirer sur les aspects nourriciers de la terre au point de les vider, etc. Oui, sans doute. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va chercher un paradis perdu, une espèce de pays de cocagne, ou est-ce qu'on va faire à ce qui est maintenant, voir ce qu'on peut restaurer, réensauvager, à quoi on peut rendre son enchantement à travers nos pratiques, notre défense, notre attention, etc. Voilà. De mon côté, je suis plus pour faire avec ce qui est et voir ce qu'on va changer. Et je pense que de toute façon, même si vous allez chercher, je sais pas moi, les dieux germaniques qui étaient ici au cours du premier millénaire, qui étaient vénérés ici, qui sont déjà pas l'équivalent des dieux celtes qui étaient certainement vénérés à l'époque où c'était les Gaulois qui étaient ici, etc., et encore moins auparavant et auparavant. En fait, ça a toujours évolué et nos filtres d'humains pour comprendre le divin ou pour comprendre au-delà du divin les esprits, le spirituel, l'animation qu'il y a en tout, les courants magiques, spirituels, énergétiques forts qui traversent le territoire et qui traversent les lieux, je pense qu'ils ont toujours été faillibles. Je pense que c'est une erreur d'imaginer, il fut un temps où on avait des pratiques plutôt matrilinéaires qui étaient basées sur l'amour, la douceur, etc. Et qui du coup étaient forcément beaucoup plus nourrissantes. J'aime bien parfois me plonger dans cet univers-là. J'aime beaucoup le travail qui peut être fait sur cette idée de matrilinéarité, de retourner au pré-patriarcal, etc. Pour moi, c'est avant tout un domaine imaginaire. C'est ce domaine, pour citer Monique Wittig, la fameuse, fais un effort pour te souvenir, souviens-toi, fais un effort pour te souvenir, ou à défaut invente. En fait, on ne peut pas forcément se souvenir parfaitement de tout ça, même si on peut canaliser des choses, comme nous, on travaille aussi sur les aspects plutôt de voyance, plutôt médiumnique, etc. Mais inventer, on peut toujours le faire. Et tout ce qu'il faut, c'est avoir l'humilité d'essayer de faire la part des choses, même si c'est pas toujours possible, entre ce que nous on rapporte et ce qui était là précédemment. Ah, c'est beaucoup plus long que ce que je voudrais, ce que je suis en train de vous dire, et en même temps, c'est des précautions qui me paraissent assez intéressantes et qui me paraissent aussi plus syncrétique et plus à même de créer des ponts entre les communautés, les pratiquants-pratiquantes, que des approches qui seraient un peu élitistes, excluantes, ou qui seraient en recherche de pureté. Je crois qu'il y a de la pureté dans aucun domaine, et particulièrement pas au niveau spirituel et ou religieux. En tout cas, ici, autour de cette thématique de Notre-Dame à la Rose, j'ai été quand même tout un temps assez dubitative, puisque le nom même Notre-Dame à la Rose est un nom assez récent et date de la fin du 19e siècle, quand la mère prieure a voulu commercialiser un remède miracle qui s'appelait l'Elchiase, et elle s'est dit l'hôpital à Notre-Dame, la plupart des hôpitaux historiques des villes médiévales dans nos régions s'appellent hôpital Notre-Dame ou hôpital Saint-Jean. C'est pas très vendeur, franchement, il faut quelque chose qui le distingue. Elle était vraiment calée en marketing, notre sœur Marie-Rose, là, enfin notre mère Marie-Rose, et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Il faut un truc qui donne mieux. Et elle s'appelle elle-même Marie-Rose. Il y avait des roses dans le blason de la créatrice de l'hôpital de nombreux siècles plus tôt, qui s'appelait Alix de Rozoy. Et son nom Rozoy a justifié qu'on mette des roses dans le blason. Donc il y avait quand même une thématique. Et puis, dans tout l'art médiéval et de la Renaissance, qui est encore préservé maintenant à l'hôpital, de toute façon, ce thème de la rose apparaît clairement. Bon, il a connu son petit revival, évidemment, depuis qu'il s'appelle Notre-Dame à la Rose, et qu'on a créé des statues autour de ce thème, etc. Mais néanmoins, c'est quand même assez présent. C'était un ordre Augustin. Alors ça, c'est vraiment les grands patriarches de l'Église. Là, c'est le côté, vous allez jamais me réconcilier avec la pensée dualiste, patriarcale, misogyne, et tout est tellement horrible dans la pensée augustine. Mais donc, on est chez les Augustines, et donc il y a quand même toute une thématique autour du cœur ardent, autour du cœur percé. Donc il y avait déjà le domaine et du cœur et de la rose, parce que la rose, c'est aussi quelque chose qui a été fort lié au cœur dans l'imagerie chrétienne. Et Notre-Dame a été représentée aussi comme la rose pour différentes raisons. C'est la Vierge Marie, c'est la seule rose sans épines dans la doctrine la plus
misogynes aussi au niveau de l'Église. Il y en a beaucoup, depuis le péché d'Ève, toutes les femmes sont évidemment des pécheresses, sales, dégueulasses et compagnie, mais pas Notre-Dame, la seule et l'unique, celle qui a été conçue sans péché, l'Immaculée Conception, qui elle serait la rose sans épines. On remarque que ce motif est présent à chaque fois qu'il y a des mouvements plus conservateurs qui prennent un peu le dessus. Cette rhétorique de la seule femme sans épines arrive dans des moments où on essaie encore plus de vilifier les femmes. Néanmoins, on a cette rose qui revient et on a aussi un élément intéressant, c'est que la rose n'est pas que associée à Notre-Dame dans le sens de la Vierge Marie, elle est aussi associée à une autre dame, une figure qui va conjuguer un aspect ancestral et un aspect de déité qui est Marie-Madeleine. Visiblement, et on le voit tout au long de l'exposition ici dans le musée, je vous conseille vraiment très très fort de la faire et de suivre l'audio-guide et d'y consacrer vraiment une journée parce que c'est très dense et il y a beaucoup d'informations et c'est vraiment intéressant. Donc les religieuses étaient particulièrement dévotes à Marie-Madeleine, en plus de la Vierge Marie. En fait, elles étaient vraiment dans cette relation très mystique d'amour total pour le Christ et qui représente mieux cet amour, cette dévotion et cet amour de la souffrance aussi que la figure de Marie-Madeleine. Donc on voit avec cette création que l'Église a pu faire, on sait, on va vraiment pas rentrer dans les détails ici, mais la figure de Marie-Madeleine a évolué au fur et à mesure du dogme de l'Église, jusqu'à être aussi présentée de façon de plus en plus dégradante, alors que les premiers textes, notamment les évangiles de Marie-Madeleine, prouvent qu'elle était très proche de Jésus. Je ne veux pas m'égarer, donc je vais rester sur vraiment l'iconographie ici de Marie-Madeleine. On a ces images de Marie-Madeleine avec la rose, avec le crucifix, avec ses longs cheveux, évidemment, avec ses baumes et ses parfums. C'est quand même vraiment intéressant de voir dans des tableaux du XVIIe siècle, par exemple, ou du XVIe siècle, toujours la thématique de cette rose ou de ces roses, les roses blanches, les roses rouges, qui reviennent autour de Marie-Madeleine, qui jouait un rôle important d'identification dans la vie des religieuses ici. On a aussi un tableau qui est extraordinaire à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, où la restauration a montré un Jésus, je l'appelle notre Jésus trans, et je le trouve tellement magnifique ce tableau. Jésus est là, il est décédé, il y a les femmes en lamentation autour de lui, dont la plus proche est évidemment la vêtue de rouge, la sublime Marie-Madeleine. Et Jésus a les bras croisés sous sa poitrine. Il a une espèce de poitrine opulente. C'est un motif récurrent tout au long du Moyen-Âge. Cette église et le Christ qui représente l'église comme quelque chose de nourrissant, de nourricier, qui est là pour prendre soin des personnes autour d'elle et que du coup on va représenter avec ces saints nourriciers indépendamment de son genre. Et c'est aussi présent dans les écrits de certaines mystiques qui vont représenter tantôt l'Église, tantôt la Vierge, tantôt Jésus comme cette bonne mère de l'Église. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, j'avais juste envie de mentionner ce tableau parce que je l'aime tellement fort. Mais là, on n'a plus la thématique de la rose, donc je m'égare, mais c'est quand même encore un tableau qui met en avant l'importance de Marie-Madeleine sur ces lieux. Et moi, du coup, j'étais un peu partagée sur la question de la présence de la rose ici. Je vois bien que dans toutes les représentations symboliques, architecturales, sur les tableaux, etc., elle est là bien avant qu'on décide d'appeler cet hôpital Notre-Dame à la Rose. Mais je vois bien aussi qu'il y a cette présence de Marie-Madeleine que au début je connaissais pas, j'étais un peu en train de tâtonner. La semaine sainte arrive et je commence à avoir vraiment une révélation ici que Notre-Dame à la Rose, c'est pas juste la Vierge Marie, cette mère divine, généreuse. Il y a aussi beaucoup d'images de piété dans les représentations ici, mais peut-être qu'on va pas rentrer là-dedans, mais que Notre-Dame à la Rose, c'est aussi une deuxième dame, c'est aussi cette Marie-Madeleine, et c'est la souffrance de Marie-Madeleine, et c'est la dévotion de Marie-Madeleine, et c'est Marie-Madeleine aussi comme figure mythique ou réelle de la christianisation qui prend un bateau vers Marseille et qui vient par le sud de la France, dans nos régions, répandre la bonne nouvelle. Je rappelle que pour moi, le christianisme n'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisque c'est quand même ici et encore plus ailleurs dans le monde une religion qui a servi à coloniser, à soumettre, à faire disparaître les cultures, les pratiques, la sagesse
indigènes dans nos régions, mais je pense d'une façon beaucoup plus violente encore ailleurs, dans, entre guillemets, le Nouveau Monde, qui donc n'avait absolument rien de nouveau, évidemment. Voilà, je sais pas très bien quoi dire de plus ici, mais j'ai trouvé un point intéressant, c'est que depuis que je m'intéresse au Notre-Dame local, je suis aussi très fascinée par la thématique des jardins clos, aussi une symbolique médiévale assez importante pour représenter le caractère nourricier, la pureté, c'est un thème que le christianisme aime bien et que moi j'aime moins bien, de la Vierge et de la Mère Marie, sa générosité, aussi son côté, en même temps je trouve ça vraiment, c'est une métaphore qui me semble très intéressante au niveau féministe malgré tout, dans cette idée de pour les minorités de genre, les femmes, mais aussi d'une façon beaucoup plus inclusive, les personnes minorisées sur base de leur genre, ça nous permet d'imaginer un endroit mythique, fantastique, mais de répit. Pour moi, c'est un espace safe mental, c'est un espace où on peut se permettre de rêver, de pas se sentir menacé, d'être entouré, oui, par les épines de la rose, bien sûr, qui montrent bien cette idée de protection. J'étais vraiment fascinée par ce sujet, j'en ai déjà parlé l'année passée parce qu'il y avait une exposition à Gramont, à une Chem, sur le thème des madones dans leur jardin clos, qui étaient sous des dômes de verre, les madones souvent de cire, toujours des mères à l'enfant, donc les madones dans ce sens-là. En néerlandais, on va plus facilement dire Madonna. En français, en histoire de l'art, on va plutôt utiliser le terme de vierge à l'enfant. Mais donc c'est quelque chose qui m'intéressait déjà avant. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une articulation qui s'est faite. Et donc j'étais vraiment impressionnée que l'articulation qui paraît pas, maintenant d'un coup très évidente, qui paraît pas genre waouh, Katou, formidable, mais il y a un moment les pièces du puzzle se sont mis ensemble pour moi, c'était vraiment très fort et très beau. C'est quelque chose qui est arrivé, cette prise de conscience pour moi, le jour du Vendredi Saint. Or, ce qui m'a permis, je pense aussi d'arriver à cette révélation, c'est qu'on a préservé dans la ville, donc en dehors des murs de l'enceinte de l'hôpital, dans le reste de la ville, des pratiques de mise au tombeau du Christ. Et donc, on a quelque chose aussi avec cette idée de la souffrance, de la compassion, d'accompagner, enfin, toute l'idée du deuil et tout qui a une importance en fait mythique, et cette idée du renouveau et de la renaissance à travers la résurrection qui a une importance mythologique dans beaucoup de nos traditions, qui peut complètement être détachée du christianisme. On est dans cette période, cette année, Pâques tombe tard, on est plutôt autour de Beltane, du 1er mai, de ces célébrations-là. Je trouve ça très fort, la force du renouveau, du sacrifice, du deuil, de la tristesse, et de toute façon c'est une métaphore qui reste toujours très forte en période d'extinction de masse. Donc il y a eu aussi des survivances, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'esprit du lieu, c'est que la rose, j'ai l'impression qu'elle a réussi, qu'elle était probablement là avant même la fondation de l'hôpital, et qu'elle a réussi à continuer, à s'accrocher, à rester présente. C'est comme la rose et les dames à la rose, comme un motif, comme une force spirituelle, comme la vérité de l'esprit du lieu, quelque chose comme ça. J'ai dit plutôt que je n'aimais pas le terme d'essence, mais comme quelque chose de plus souterrain, comme le mycélium en fait qui va relier tout ça. Plutôt ça, comme un mycélium, comme quelque chose qui était déjà là et qui tend à revenir sous différentes manifestations. J'ai trouvé ça impressionnant que du coup, il y ait encore des choses où Marie-Madeleine n'est pas du tout mise en avant dans ce qu'on a continué à faire et qu'on a repimpé au fil des années, la version actuelle de cette procession des pénitents qui est hyper catholique, bling, méditerranéen, pleureuse, etc., date du XXe siècle. J'ai beaucoup de réserves sur ce sujet-là, mais j'ai quand même trouvé que c'était flagrant dans un endroit où on parle autant de Marie-Madeleine, dans l'espace clos de l'ancien hôpital, de l'ancien hôtel-Dieu avec les religieuses, mais qu'aussi, en fait, on est un culte, c'est le jour de Marie-Madeleine, le Vendredi Saint. Et c'est aussi un jour de Marie-Madeleine comme une figure vénusienne. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Vrijdag, c'est le jour de Frigg ou de Freya, selon les traditions, au niveau germanique. Donc, on est quand même dans ces espèces de déités qui ont des points communs. Est-ce que j'ai envie de dire c'est toutes les mêmes? Non, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a quand même là-dessus quelque chose qui, au-delà du visage même de la déité, presque au niveau archétypal, va quand même les rassembler. Et donc, je trouvais ça vraiment impressionnant de voir qu'en fait, il y a des thématiques et autour de Notre-Dame à la Rose, comme la Vierge Marie, de Notre-Dame à la Rose comme Marie-Madeleine et la souffrance, etc. Et de Notre-Dame à la Rose comme juste Notre-Dame la Rose elle-même,
qui s'articule ici. Je suis en train de lire évidemment sur le sujet et d'essayer de mêler tout ça, mais c'est quelque chose que je trouve tellement beau en fait. J'ai l'impression que la rose, c'est un élément qui est tellement beau ici parce que je pense que c'est le point commun, c'est le point de survivance, c'est le point que si on arrivait d'une façon ou d'une autre à remonter bien avant la création de la ville, bien avant, il y a quelques millénaires, bon, il n'y avait pas beaucoup d'humains qui passaient par ici à cette époque, mais on est sur des zones où les humains tendaient à passer parce que les humaines qui se déplaçaient suivaient les rivières et on est le long de la Dendre et on le voit d'ailleurs à différents endroits au long de la Dendre. Par exemple, en amont par rapport à Lessines, on a Notre-Dame de la Cavée à Isières. Super impressionnant comme endroit. Puis on a ici Notre-Dame à la Rose à Lessines. On avance, on a la Vierge noire de Notre-Dame d'Acre. On avance et on a Notre-Dame de Hunnegem. Plus haut qui surplombe la ville, on a Notre-Dame du Oudenberg, qui est certainement moins une déesse de la Dendre, mais qui est une déesse qui est dans l'interaction par rapport à la rivière. Et si on continue, peut-être qu'on en trouve d'autres, je n'en sais rien, je n'ai pas fait ce travail. Là-dessus, le fait que ces lieux soient situés sur la Dendre qui permettaient aux humaines de se déplacer, d'aller en pèlerinage, mais aussi juste d'avoir quelque chose à suivre qui permettait, qui facilitait les déplacements. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose là au niveau des ou de la déesse mère, de déesse terre, de la terre-mère, de Gaïa, si c'est un terme qui vous convient, manifesté à travers la rose, qui est beaucoup, beaucoup plus vieux que l'implantation des humaines ici, que l'implantation de l'Hôtel-Dieu, que la création de la ville ou des hameaux qui étaient là auparavant, etc., etc. Ok, une première partie de la vidéo qui m'emmène sur des terrains où je ne pensais pas du tout aller. Donc je reprends la parole ici avec mon hôtel à la Rose, juste derrière, que je suis très contente d'avoir, je crois, presque fini d'installer. Et finalement, comme cette vidéo prend pas forcément les chemins que j'aurais envisagé, en fait, je vous parlerai peut-être de ça dans un troisième vlog de printemps, parce que les thématiques se sont imposées pour cette partie de la vidéo, là où peut-être je les aurais pas forcément amenées, mais par rapport à tout le processus dont je parlais précédemment, il y a précisément quelque chose qui est en train de se dérouler, je crois, qui était important. Et c'est aussi le genre de choses que vous avez certainement constaté ces derniers mois. J'ai davantage envie de ramener sur la chaîne, même si c'est le genre de réflexion qui fait pas des tonnes de vues. Mais du coup, ouais, c'est pas juste pour faire de la vue, c'est aussi parce que j'aime bien les vidéos débriefs de tarot et tout ça. Là, je vais juste, je pense, me contenter d'inclure ma review du Goddess of Love tarot. D'abord, au moment où je l'ai reçu, avant de faire mon déballage, je vous donne toutes mes premières impressions de ce que je sais du tarot et pourquoi j'en suis arrivée à lui. Puis vous allez avoir mon feedback quelques jours plus tard, quand j'ai pu diminuer un peu au niveau de mes ressentis là-dessus. Et puis peut-être que j'intégrerai quelques images du moment où j'ai vraiment découvert le tarot. Et en fait, j'étais vachement vénère sur toute une série de points. C'est important pour moi de laisser ça comme ça parce que je pense que ce que j'ai envie de montrer, c'est aussi, regardez, j'ai tout ce processus critique par rapport à certaines thématiques et questions de représentation, etc. dans les tarots. Et en même temps, j'aime bien ce tarot. En tout cas, je sais qu'il va avoir une place dans ma pratique et j'ai l'intention de continuer, en tout cas pour le moment, à travailler avec lui, malgré le fait que le dossier est un petit peu beaucoup lourd contre lui. Ceci dit, j'avais d'autres aspects du vlog, de discussion de tarot, d'oracle, de mes hôtels et tout, que j'aurais voulu mettre dans la deuxième vidéo, mais qui vont d'office rentrer dans une vidéo à part. Donc vous pouvez vous attendre à un troisième vlog de printemps, c'est pas la joie ça? Regardez qui vient d'arriver aujourd'hui, le Goddess of Love tarot. J'ai sorti des roses pour être dans le thème. C'est un tarot dont on parle depuis qu'il est sorti, qui est assez populaire, dont je savais déjà quelques éléments, et pourtant c'est un tarot pour lequel je n'ai pas craqué plus tôt. J'ai pas regardé énormément d'images, ouais, on va pas pouvoir l'ouvrir à une main, depuis avant de l'acheter, donc c'est quelque chose qu'on va voir ensemble sur le thème de la rose, voilà. C'est le thème de la vidéo, donc je vais peut-être pas reprendre ça ici. Et surtout, j'ai le Rosebud Tarot, donc je suis vraiment très contente
pour ce qui est de travailler spécifiquement avec des esprits du lieu, à savoir plutôt une vibe déesse mère qui sont liées à la rose, sous ces manifestations de Notre-Dame, à la rose ou non d'ailleurs. L'autrice, c'est Gabriella Herstik. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, si ce n'est, ok, comme tout le monde, je connais, c'est un peu une grosse influenceuse sur le niveau witchy, tarot et tout ça, très présente sur les réseaux sociaux. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas que ça m'intéresse des masses non plus. Donc voilà, j'ai ni une bonne ni une mauvaise image de ce que cette personne fait, juste pas forcément mon truc. Et alors, ça s'appelle Un livre et un jeu pour incarner, incorporer le divin féminin érotique. Je préfère traduire divin féminin par divin féminin, divine feminine, que par féminin sacré, parce que je trouve ça moins connoté comme terme, moins new age. Et voilà, mais après, les deux termes sont potentiellement compliqués ou problématiques, ou j'ai une relation compliquée avec ces termes-là, surtout sur le côté essentialisant, qui peut très vite être hyper réducteur pour les meufs en mode éternel, féminin, etc. Et aussi hyper excluant pour les personnes trans, et souvent qu'on utilise essentiellement par transmisogynie pour exclure les femmes trans dans ces milieux-là. Donc c'est pas que je suis d'office contre le fait de parler de ça, en tout cas pas autant que j'étais il y a quelques années, mais c'est que j'ai de grosses réticences à utiliser ce genre de termes, sachant que beaucoup de personnes dans ces milieux les utilisent d'une façon excluante. Bon, s'il y a quelque chose que j'aime pas trop dans cette binarité de genre, dans cette dualité féminin, masculin et rien entre deux, ça m'a énormément emmerdée, puisqu'à chaque fois on associe des choses au féminin, entre guillemets, et au masculin qui sont pas neutres, qui sont toujours dans un rapport de pouvoir, qui s'inscrivent dans les codes de société donnée, qui attribuent, et patriarcalée, donc qui attribuent des qualités qui sont souvent dévalorisées dans les sociétés aux dits féminins. Maintenant, je vois bien que pour beaucoup de personnes, travailler sur le divin féminin, c'est aussi une façon de se réapproprier ces choses-là, de les revaloriser. En tant que personne queer, cisgenre et lesbienne, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Je suis aussi une femme. Si vous savez pas ce que c'est, les cultures butch femme et femme en dehors de butch aussi. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus. Je vous mets le lien d'un zine qui a téléchargé gratuitement sur le sujet. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Je suis plus tellement sur ces thématiques-là pour l'instant, mais je continue à me penser comme une femme. Et donc, on va pas autant parler dans ce cas du féminin et plutôt de la féminité et de ce qu'il y a moyen de se réapproprier, d'exacerber, de digérer, de sortir de l'hétéronormativité, tout ça. Donc c'est quand même des thématiques qui m'intéressent. Et du coup, de fait, avec le temps et certainement le fait de me confronter à des personnes qui traitent de ces sujets différemment, j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes dans la question de divin féminin. Dans la première partie du vlog, la première vidéo, vous m'avez vu rencontrer Aline Verheyen. Si vous voulez voir sur sa chaîne YouTube ce qu'elle pense du féminin sacré, le lien sera ici quelque part. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Elle parle aussi beaucoup de mère divine et en fait moi c'est ça qui m'a amené à ces questions. D'une façon qui est pas essentialiste, qui est pas liée à un type de corps ni rien, mais qui est quand même liée au-delà du féminin, qui est un truc qui m'intéresse vraiment moins, parce que j'ai du mal à le penser en dehors de cette dualité. Je vois l'intérêt pour certaines personnes de dire on va parler de masculin et on va parler de féminin et de masculinité et de féminité, parce que c'est constituant de beaucoup de nos sociétés, ça fait partie de nos façons dualistiques, duelles de penser les choses et tout, c'est normal, ok. Enfin, ça fait du sens, mais le travail de sans cesse contextualiser ça, pour moi, est un peu une perte de temps et un peu inintéressant, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais dire alors, c'est pas forcément un sujet qui est si évident pour moi non plus, ou qu'il a toujours été, mais en travaillant avec les esprits du lieu, avec les Notre-Dame, des lieux dans lesquels je vis, je les appelle les Notre-Dame. On peut dire la Vierge Marie, mais souvent, c'est les Notre-Dame dans le sens... Elles sont à nous, elles sont au peuple, elles sont aussi le témoin de coutumes et de pratiques populaires, de dévotions populaires qui étaient préexistantes au christianisme. Au patriarcat, ça, je ne sais pas, pour le coup. Mais je trouve de l'intérêt à la figure de la Vierge Marie dans son contexte chrétien aussi. Mais dans ma pratique, je le trouve aussi dans la prolongation, la continuité de rites païens ancestraux.
Et donc, avec le fait de vraiment avoir une relation dévotionnelle forte avec Notre-Dame, et Notre-Dame telle qu'elle est associée à tel ou tel lieu, j'ai vraiment développé quelque chose de très fort par rapport à la terre-mère, à la mère divine et au divin, en fait, au sacré de toute chose sur terre. Donc c'est vraiment très lié à une conception animiste, hein, où tout est animé, tout est pourvu d'un esprit. Dans cette générosité et cette abondance et ce renouvellement, mais aussi cette présence énorme de la mort et de la capacité à nous soutenir dans les cycles de vie et de mort de la Terre. Ouais, j'ai trouvé plus une figure maternelle, divine, que féminine, divine, que pour moi est différent, et j'associerais pas forcément maternelle à féminin, je dirais pas ça. Voilà, je trouve ça hyper réducteur de le faire et assez dangereux en fait. Et comme bon, j'étais encore en train de me perdre dans mes explications, je ne saurais pas vraiment définir cette idée, mais il y a quelque chose important pour moi dans la terre-mère, la déesse-mère, les déesses-mères. Alors là, évidemment, quand on a cette idée du divin féminin, on a aussi, est-ce qu'il y a un principe divin et si féminin qui serait quelque chose d'assez universel et dont il y aurait des manifestations et dont différentes déesses ce seraient des manifestations? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre dans un paradigme polythéiste? Et ma vision, mon paradigme, mon écoute est plutôt polythéiste. Pour moi, oui. Voilà, je dirais pour autant je suis pas panthéiste, je reste polythéiste, je pense qu'il y a vraiment différents dieux et déesses et une multitude d'esprits, et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'englobant, ou qu'il y a quelque chose dans l'ordre de l'anima mundi, dans l'ordre du souffle qui anime toute chose, qui fait qu'en fait il y a des points communs entre les déités aussi, parce qu'elles peut-être elles font en quelque sorte partie toutes du même souffle. Je ne suis pas certaine de pouvoir expliquer ça, mais j'ai moins de mal qu'avant de pouvoir imaginer un divin féminin qui aurait différentes manifestations. L'érotique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais quand je vois ça, je vois quelque chose de très vénusien, dans le sens de la planète plus que de la déesse même, et ça m'intéresse directement. Après, si je dois dire aussi une des réticences que j'ai eues là-dessus, hein, en dehors de, peut-être au début je me suis dit, oh les côtés New Age, de féminin sacré, tout très peu pour moi, même si je sais que la personne qui a écrit ça n'est pas du tout dans cette façon de penser, mais quelque chose qui a pu me bloquer, c'est de voir cette image d'Aphrodite ou de Vénus ici, et c'est me dire, ok, mais si tu choisis ça en couverture, comment je peux croire qu'en fait tu vas pas utiliser l'image de Vénus, Aphrodite, la déesse de l'amour, les déesses de l'amour, hein, ou même donc beaucoup plus large si on considère par exemple la planète Vénus, et par rapport au regard masculin, à l'idéal de beauté, et du coup d'une façon qui a aussi l'implicite, en fait, finalement, quand on lit Vénus à ce type d'image, je trouve, ou les déesses de l'amour à ce type d'image vénusienne, c'est de se dire que c'est lié à la beauté, mais d'une façon très, blanche, fine, très, voilà, et qui correspond à ce dans quoi, comment on a utilisé la beauté pour enfermer les femmes en particulier, évidemment, depuis des siècles et des siècles. Et donc, les images qui font comme ça très renaissance, bon, quand je vois de près, je dirais plus ça fait fin du 19e siècle, hein, peut-être, mais il y a une esthétique très renaissance là derrière. Botticelli, hein, évidemment, qui fait que je me dis, ouch, que si j'ai envie de parler de déesse de l'amour, j'ai pas envie de ce genre d'image, en fait. Mais je me suis laissée séduire, parce que le travail avec la rose et les déesses de la rose et Marie-Madeleine, qui commence à arriver, et le fait d'habiter dans la ville de Notre-Dame à la Rose, c'était une nécessité pour moi à un moment. L'appel était devenu énorme de me faire plaisir et de m'acheter ce tarot. Oui, j'avais envie de vous emporter dans toutes mes réticences avant même de l'ouvrir. Ça, c'est vraiment du pur vlog. Je dois dire aussi que j'avais vu des personnes non-binaires ou plutôt transmasculines qui utilisaient ce jeu et qui, je trouve, fort heureusement, sont des personnes qui prennent souvent la parole quand certaines choses sont vraiment trop binaires, essentialisantes et tout ça. Et ça m'a quand même déjà donné une bonne impression sur ce jeu à la base, juste parce que des personnes en qui j'ai confiance l'utilisent et le présentent comme un classique. Ok, alors j'ai ouvert le Goddess of Love Tarot juste après ce que j'ai filmé précédemment. J'ai voulu me donner une chance avec ce contre-jour, mais je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la mise au point. Et j'étais vraiment dégoûtée en fait quand je l'ai découvert. Donc j'ai peut-être intégré tout à la fin les moments total coup de gueule quand j'ai vu ce que ça donnait ce tarot.
Mais je vais pas vous donner que ça, parce que je le savais déjà d'ailleurs en faisant ces commentaires-là, que ça allait être évolutif, mon ressenti là-dessus, et que j'avais quand même envie de travailler avec ce jeu, mais j'étais hyper vénère, mais vraiment hyper vénère. Il y a des cartes qui me dérangent pas trop, parce que, enfin, il y a beaucoup de cartes qui me dérangent pas, parce qu'elles n'ont pas toutes des représentations de personnages, mais on a cette espèce de côté, c'est la déesse de l'amour, du sexe, du désir, de l'éros, il y a un côté très érotique d'ailleurs dans ce jeu, sensuel. On a vraiment, pour moi, c'est l'archétype de Vénus, avant tout en tant que planète, et aussi dans ses manifestations de déesse, de l'amour, du compagnonnage, de la fertilité et tout. Il y a d'autres façons d'avoir des esprits qui représentent aussi l'amour et qui sont pas forcément sur ces axes-là, mais là j'ai l'impression qu'il y a ces axes qui reviennent dans ce tarot ici. Et on a au niveau des corps un truc vraiment horrible de, ok, du coup la beauté, l'amour, la désirabilité, le fait d'être aussi une agente de son propre désir, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est mis en avant là-dessus. C'est très majoritairement des femmes blanches, c'est pas le cas ici, mais j'ai quand même un problème avec ce genre d'image. Donc c'est principalement des femmes blanches et des femmes extrêmement minces. Pourquoi j'ai un problème avec certains types d'images? Je le dis tout de suite, il y a quelque chose qui vient des images érotiques / pornographiques de la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est encore comme ça maintenant au niveau du TDS. Il y a des personnes qui le font de façon complètement consentante, etc. Et bien sûr, je suis à 3000% pour le fait de soutenir les travailleuses du sexe. Mais ceci dit, la notion sur ces images-là, de savoir à quel point les personnes, surtout quand elles sont très jeunes et qu'elles ont clairement l'air mineures, étaient consentantes là-dessus, c'est absolument comme dans l'industrie en général pour le moment. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont victimes de la traite, des êtres humains, des femmes, avec beaucoup de misogynie et tout, sur certaines images, où en particulier les personnes ont l'air très jeunes. Je suis en mode, c'est quoi ton éthique en fait, quand tu vas chercher des images qui ont plus de 100 ans, où tu sais pas dans quelle mesure, ok, elles sont libres de droit, c'est ça qui t'arrange, mais dans quelle mesure ces personnes, elles étaient consentantes. Gros malaise pour moi, gros malaise. Je vois pas très bien comment elle peut savoir, enfin la personne qui crée ce jeu, l'état de consentement ou non des personnes en question. Donc voilà. Aussi, je suis un peu mal à l'aise, je comprends l'idée, hein, sur Perséphone et son enlèvement par Hadès, c'est une notion aussi de souveraineté, etc. Mais ce genre de représentation très male gaze, très culture du viol, etc. Il y a d'autres façons de représenter la souveraineté, la force des choix de Perséphone, qui passe la moitié de l'année dans les enfers, qui est la déesse des morts, etc., autrement qu'à travers son enlèvement, qui est qu'une partie de la mythologie, qui est la partie la plus patriarcale de cette mythologie, et que beaucoup d'entre nous, on est capable d'entendre d'autres choses derrière ce mythe. Et donc, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre d'image. Ok, donc j'étais à la fois déçue par ce jeu, je m'en suis un peu voulu d'avoir craqué pour ce jeu, sans re-regarder les images, alors que je savais que j'avais déjà fait un peu ce travail et il ne m'intéressait pas. Et en même temps, ça répondait à un contexte particulier de travail sur la rose et certains de ses archétypes ou certaines de ses manifestations. Et voilà. Et donc, malgré mon coup de gueule, où vraiment j'étais encore plus en colère que ça, et le nombre de choses que j'avais contre ce jeu était vraiment assez élevé, je me suis dit que j'allais quand même lui donner une chance et je le regrette pas. J'étais très déçue de la qualité des cartes. C'est très cartonné comme ça, mais en même temps ça se mélange assez bien, ça le rend assez léger, et même si je préférais une plus grande qualité, et qu'au début j'ai fait c'est même pas une qualité de carte à 20 € ce truc, ça vaut même pas ça, au final ça va. Comme c'est un jeu qui ne coûte que 20 €, ça peut aller. Je suis pas très sûre qu'il fasse bien la mise au point. Mais bon voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui non mais je pense que mon problème principal, alors j'ai quelques problèmes dont j'ai déjà parlé précédemment et qui demeurent par rapport à ce jeu. Je trouve qu'il a quand même une très chouette énergie, je comprends pourquoi j'ai vu tellement de personnes queer se l'approprier malgré tout. Je me vois continuer à travailler avec cette énergie, d'ailleurs je l'ai tiré pour ma carte invitation du jour aujourd'hui. Il n'a pas la qualité d'un Rosebud Tarot, dont si je n'ai pas encore filmé des choses avec lui, je reparlerai à un autre moment dans la vidéo, je pense.
Et ce côté incisif et politique, hein, par exemple sur cette carte-ci, évident. Mais, ok. Pour moi, la plus grande chose qui m'a vraiment choquée, c'est vraiment cette question de comment tu représentes le féminin sacré, en quelque sorte, hein, cette question d'éros, divin, féminin, etc., femme, avec de la minceur blanche, waouh. Alors, en tant que personne qui a tellement travaillé là-dessus, qui a publié des essais, des zines, etc., donc plusieurs langues hein, sur le sujet des normes corporelles dans le tarot et du manque de représentativité cruelle dans le monde du tarot, et en tant que personne comme ça, qui a quand même eu l'occasion d'apprécier le fait qu'il y a eu du changement ces dernières années, du coup, ça me paraît difficile de me dire qu'un tarot qui est relativement récent tombe dans de nombreux clichés sur lesquels j'avais pensé, j'avais osé espérer qu'on était plus en avant. Alors, sur les questions des déités, autre choses qui sont inspirées plutôt de statues et tout ça, qu'on va retrouver davantage dans les majeures qui représentent à chaque fois une déesse, ou sur certaines cartes des figures. Là, c'est possible qu'on ait plus de corps, qu'on ait des corps plus différents que des corps minces, blancs, jeunes, valides. Ah oui, bah ça c'est une autre chose que je disais dans la vidéo, c'est que le désir, l'amour, le cul, le sexe, c'est la jeunesse. Franchement, moi j'ai 40 ans, hein, déjà, et je me sens pas représentée par ce tarot, mais je sais bien que la plupart des gens qui suivent ma chaîne ont 35, 40 et plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin c'est un peu la loose pour nous, et comment on vit notre corps, et notre sexualité, et notre badasserie et tout, de se dire qu'en fait, la beauté, c'est la jeunesse, quoi. Waouh. J'étais vraiment en colère sur la créatrice, je vous épargne, je vous épargne ça, mais... oui, donc, oui, le fait que ce soit plutôt les statues, quand on voit des corps qui sont des corps gros, pas non blancs, mais gros, disons, ou plus âgés, comme la Shilanagig, désolée pour ma prononciation irlandaise, donc cette espèce de personnage qu'on voyait beaucoup sur les églises médiévales, particulièrement en Irlande et dans d'autres endroits des îles britanniques qui tiennent leur sexe ouvert, comme ça, je vais essayer de la trouver. Donc il y a un personnage plutôt âgé, mais on a quand même réussi à nous présenter ce personnage de pierre sur la carte du monde, je la cherche du coup, d'une façon où en fait on ne voit pas que c'est une femme âgée. C'est comme la Baobo dans le c'est ça la Baobo? Merde, j'ai un peu des doutes sur les noms. Dans le mythe de Perséphone, je suis près de l'écran. Voilà, ici. Je sais pas, elle a l'air moins vieille. Je sais pas d'où vient l'image. Elle ressemble pas à la Shilanagig des versions ouest-européennes. Et c'est tant mieux. Mais du coup, je sais pas d'où elle vient. Je crois pas que c'est noté. Je crois l'avoir regardé. Je crois pas l'avoir vu dans le livret. Mais bon, c'est quand même vraiment dommage qu'on perd ce côté parce qu'on voit pas trop son visage ni rien, femme âgée, quoi. Moi, j'ai des grosses dames partout, j'ai la chance, je fais c'est pas la collection, mais au fil de tous les marchés aux puces que je fais, tomber sur des céramiques, oh, putain, c'est trop lourde. Ça, c'est de la porcelaine, c'est fait par un artiste chilien, je pense, à l'époque où il avait dû fuir la dictature Pinochet et il était en Espagne. J'avais trouvé 1 € au marché aux puces à Oderghem. Attendez, je vais reculer pour vous montrer l'autre. J'avais filmé un moment où je la présentais. Peut-être je vais plutôt intégrer ça dans la vidéo. Il y avait le petit truc en dessous, Made in Mexico, à l'ancienne par les artisans de Mexique. Donc ça, c'est pas... Aucune des deux, c'est une déité, mais elles ont quand même une dimension sacrée pour moi. Et puis je sais pas qu'est-ce que la personne, l'artiste qui l'a créé, je peux pas imaginer que c'est un homme qui l'a fait, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans le travail. Donc elle vient du Mexique et elle est faite par une artisane, elle supporte très bien d'être dehors. J'ai acheté les deux, j'ai acheté sa sœur aussi. En fait ça existe, hein, ça existe, l'art, l'amour et pas juste la fertilité, la fécondité, la déesse mère, mais aussi juste la sexitude et tout qui est représentée par des femmes grosses dans l'art, quoi. Hein. C'est pas obligé de faire un truc sur l'archétype de Vénus et de reproduire toutes les merdes de l'art occidental blanc et en particulier d'Europe occidentale sur
sur Vénus, enfin sur l'archétype quoi, de la déesse de l'amour. C'est pas obligé quoi. C'est même forcé que si ta démarche elle est un peu queer, c'est pas ce que tu fais en vrai. D'après moi. Hein. Oui, donc pour essayer de résumer, je vais quand même dire que c'est un tarot qui ne fait aucun effort d'inclusivité et de représentativité sur la question de l'âge, de l'agisme, du côté cisgenre, extrêmement cisgenre, pas du tout transinclusif à mon sens, le côté pas de représentation visible du handicap, le côté très très blanc, est-ce que j'ai déjà dit? Oui, l'agisme, j'ai déjà dit, la minceur évidemment, donc je trouve qu'il y a quand même vraiment un refus de la part de ce tarot de concevoir le, entre guillemets, le féminin, divin, les roses divins, la figure vénusienne, les figures vénusiennes d'une façon inclusive. Je trouve hein, ça quand même, pour moi, je pense que je me dois de le signaler une nouvelle fois, parce que ça me paraît quand même très évident dans ce tarot, et que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la blanchité traditionnelle, hein, de la féminité blanche, mince, jeune, cisgenre et tout traditionnel, on va le retrouver dans l'arcane majeur à travers des représentations artistiques, donc plutôt de l'ordre des statues et parfois des gravures, etc. Alors que ce qui est inspiré par des photos, directement, c'est le même type de corps. Voilà, comme vous voyez bien là-dessus. Mais donc, oui, voilà, remettre la perruque droite. Tiens-toi, perruque. Mais donc, carrément, après avoir fait ma grande gueule, je peux vous affirmer, c'est aussi la magie de la chose, hein, je pense que c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que même si j'ai une pensée critique très forte par rapport à la question des représentations et de la représentativité des jeux de tarot et d'oracle, malgré tout, je peux aussi comprendre pourquoi à certains moments, certaines personnes font des concessions sur leurs principes. La preuve en est, j'en fais aussi. Ce jeu avec ce genre d'image qui ne me parle pas du tout. Malgré tout, il a une énergie qui correspond à ce que je recherche. Alors ça, pour le Two of Cups, le 2 de coupe, ou le Lovers, quand on représente des couples de femmes avec tellement de regards non lesbiens sur c'est quoi en fait l'intimité lesbienne. Mais donc bref, je vais arrêter de me vomir dessus. Je disais ça pour dire que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui fait que je vais continuer à travailler avec ce tarot. J'aime bien son originalité, le côté inspiré de Thoth, la présence de la rose, son côté très fiery, vraiment très feu dans le sens passionnel, passionné, qui va être très intéressant pour moi, pas tellement sur la question d'amour et de sexualité, mais plus sur la question du désir, de la créativité, du feu créatif et du feu militant. Et justement, je pense que c'était une chose que peut-être j'ai pas eu l'occasion de dire précédemment quand je parlais de tout ça, mais c'est vrai que l'amour, pour moi, c'est vraiment une valeur importante. Et ça doit rester à la base de tout, et certainement maintenant, alors que la haine est vraiment en train de dominer à tous les niveaux, le fascisme, les fascismes, il y a des génocides encore maintenant, la situation à Gaza est telle. Il faut justement que l'amour nous porte à réagir, à contrer ça, à lutter, etc. et à faire preuve de rage. Mais il faut aussi que notre moteur reste l'amour, alors qu'on fait face à des personnes qui sont guidées par la haine et la destruction. Je sais pas que dire de plus que ce tarot, vraiment... Oh, une femme sans tête. Oui, alors j'aime ce travail quand c'est fait avec des fleurs à la tête, à la place de la tête, par des artistes comme Lister Sterling, ou dans un esprit punk et critique, années 70, DIY. Là, j'aime pas, en fait, j'aime pas tellement de choses dans ce tarot, et en même temps, j'apprécie le fait qu'il soit dans ma collection, et même si quand je l'ai reçu, je me dis, purée, ce truc, je vais le redonner ou le revendre tout de suite. Ben en fait non, je vais lui donner une chance, et pour l'instant ça fonctionne bien en tirage, c'est ouais.
Il fallait quand même que je vous montre cette petite leçon, cette petite leçon de prise de recul et de perspective, et aussi de pouvoir faire des concessions sur certains points, en tout cas par rapport à la représentativité dans le tarot. Bon, les gros bidous, je vais vous laisser ici, sinon ça va devenir très long et très répétitif. Je ne vais pas inclure, comme j'avais pensé le faire à un moment, les images de ma réaction initiale. Le gros coup de gueule, la déception, parce que je pense que j'ai ramené tous les arguments ici juste d'une façon un peu moins sur le vif, un peu moins vénère. Et de toute façon, il est temps que j'arrête cette vidéo parce que mes voisins sont juste en train de faire du boucan, à savoir gueuler et écouter de la musique de bras, comme on dit par chez moi. Et donc, je vais pas vous imposer de la musique de bras aujourd'hui, hein, les gros bidous. Tout ça pour vous dire que donc je vais vous laisser ici. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse profiter un tout petit peu de mon hôtel, d'un de mes hôtels à la Rose. Je vous dis à très très vite puisque du coup j'ai encore de la matière à monter dans le cadre d'un vlog supplémentaire sur mon printemps.